Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité assez extraordinaire. C'est un vidéaste autodidacte, un musicien passionné, un grand globe-trotteur qui aime voyager. Une personne qui est née dans les années 80, qui a eu un lourd empoisonnement avec plusieurs vaccins. C'est une personne qui aime recueillir de l'information pour pouvoir faire des documentaires pour un peu vulgariser un peu la crise sanitaire. Alors j'ai avec moi Éric Daou. Bonjour Éric, comment vas-tu? Bien. Bienvenue chez moi. C'est très beau chez toi. Merci beaucoup. Alright. Écoute, on rentre dans le vif du sujet. Tu fais beaucoup de vidéos que j'adore d'ailleurs et tu le fais avec beaucoup d'humour. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené un peu dans la direction de faire des documentaires? À la base, moi j'avais commencé à faire de la vidéo il y a plusieurs années pour des amis, faire des petits montages, des souvenirs de soirées, de sorties, etc., même avec les collègues du travail. Et ceci a fait en sorte que j'ai acquis de l'expérience. Ensuite de ça, j'ai été un peu plus vers le professionnel, j'ai poussé ça un peu plus via la musique et via un projet d'émission de voyage et d'autres projets. Et j'avais tout arrêté. C'était fini pour moi, j'en avais complètement assez, pour être honnête. Et quand est arrivée la situation dans laquelle on vit présentement, c'était plus fort que moi. Je devais absolument m'exprimer. Je voulais pas tout de suite retomber devant les caméras. Je voulais trouver quelqu'un d'autre. Je voulais plus faire ma contribution avec caméra, montage. Finalement, c'était plus fort que moi. Il a fallu à un moment donné que, tanné d'attendre après quelqu'un, il a fallu que je me présente devant la caméra. Puis à ce moment-là, je commence à faire mes premiers montages pour expliquer un peu ma vision des choses, pour essayer d'aider à expliquer qu'est-ce qui se passe avec la crise sanitaire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme on dit. Qu'est-ce qui t'a permis de te réveiller? Qu'est-ce qui a été comme ta pilule rouge? Oh! Ça, c'est une bonne question. Déjà, en partant, moi, je devrais dire que je suis ce qu'on appelle un adulte en trouble de douance. Et ceci fait en sorte que j'ai une façon de réfléchir puis de voir les choses un peu différente que la plupart des gens. Okay? Je me suis toujours posé 1 million de questions. Quand j'étais enfant, ma mère elle m'avait amené à l'école. Puis à ma première journée, je ne voulais pas aller à l'école. Parce que je voyais quelque chose qui était complètement contradictoire pour moi au mode de vie des humains. Je me disais, mais non, on me force. On m'endoctrine déjà, je le sentais, tu vois. Fait que j'ai toujours eu ce côté différent des autres à voir les choses de manière différente. Et puis, ça m'a amené aussi à faire beaucoup de lectures, beaucoup de recherches tout au long de ma vie. J'ai voyagé énormément, j'ai fait beaucoup de découvertes à travers le monde, justement parce que j'aimais tomber dans d'autres sociétés, j'aimais rencontrer d'autres cultures, d'autres modes de vie, toujours pour essayer de comprendre c'est quoi cet univers-là dans lequel on est ici. Et tu vois, les livres déjà jeunes dont j'ai lu, c'était des livres sur le contrôle des populations, l'Empire romain, les sociétés grecques, qui sont encore le berceau de l'humanité, si on peut dire. Et par la suite, des livres sur... en fait, un peu toutes les magouilles de la CIA, le contrôle de l'alimentation. Donc, c'est des choses qui m'ont tout de suite montré, très jeune, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ce qu'on nous montrait à la télévision, le magnifique, le rose, comme dans une publicité, moi, je me rendais compte, en faisant des recherches ailleurs, que non, c'était pas si rose que ça, c'était pas si magnifique, un peu comme, tu sais, la belle image... d'un repas de McDonald's sans tout montrer qu'il y a des gens qui souffrent d'obésité et de problèmes de santé par la suite. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir cet éveil-là pour me rendre compte que, OK, il y a une face cachée à tout ceci, puis c'est intéressant d'aller faire des recherches puis aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, j'ai même arrêté dans ma vie parce que je m'en rendais malade. Parce que c'est tellement gros que plus tu fais tes recherches, plus tu te rends compte que, oh mon Dieu, c'est terrible, écoute, ça va tellement loin. Je veux dire, c'est comme, exemple, Coca-Cola qui finance l'association des diabétiques, c'est les compagnies de tabac qui donnent de l'argent au gouvernement, à l'époque qui payaient des scientifiques
pour faire des études de sciences, pour dire que tout était correct, qu'il n'y avait pas de danger avec la cigarette. Donc c'est tellement gros. À un moment donné, j'ai arrêté. Et puis ce qu'on vit présentement, c'est triste à dire, mais je m'en doutais que ça allait tout ou tard arriver. Mais j'ai juste été pris par surprise. Parce que aujourd'hui, avec du recul, je me dis, bon, 2020, un beau chiffron, ça a du sens. Mais pour moi, ça aurait été encore plus tard, peut-être dans 5-10 ans, au moins 10 ans. C'est arrivé vite un peu. J'ai l'impression que l'histoire, elle se répète. Ben oui, parce que tu vois, on n'est pas à la première matrice. Il y a eu des dictatures, il y a eu l'époque médiévale, il y a eu la religion qui nous a beaucoup contrôlés. Ben là, maintenant, on est rendu à une nouvelle ère industrielle, une 4e qui est complètement différente, qui est plus perfectionnée, plus sophistiquée, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Il y a les banques mondiales derrière tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on vit une crise. On ne va pas nommer ta profession parce que tu veux la tenir anonyme. Et il y a beaucoup de monde aussi qui font la même chose. Il aime mieux pas trop se présenter à cause qu'ils ont peur de perdre leur travail. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont des informations qui pourraient dire, qui sont témoins de choses, mais qui n'osent pas trop en parler de peur de mettre en péril leur carrière? Ben, c'est tout à fait normal parce que je me mets dans leur position, comme je l'ai dit hors ligne. On a un système aujourd'hui qui nous rend dépendants. On a besoin de nos emplois, on a besoin d'argent pour vivre, donc c'est pas évident. Puis on voit vraiment l'omerta en ce moment. C'est important de le dire. On le voit. Moi, j'ai plus, je te dirais, de lassitude à m'exprimer. Il y a vraiment des gens qui ont des emplois où c'est dangereux pour eux. Par exemple, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Et pourtant, j'ai plein de gens qui m'écrivent en privé pour me dire que justement, c'est vrai ce qui se passe. C'est quand je dénonce des trucs. Je crois que ce que je pourrais leur dire à ces gens-là, c'est d'avoir confiance, puis à un moment donné, d'avoir à peut-être faire un choix. Le même choix que peut-être moi aussi je vais avoir à faire. Parce que pour l'instant, c'est quand même bien, il nous reste encore des trucs, mais j'ai l'impression que plus ça va continuer, on va perdre tellement qu'à un moment donné, on n'aura plus rien à perdre. Ça va être important à ce moment-là, avant qu'il soit trop tard, de s'exprimer. Puis d'être honnête envers soi-même. Moi, ça me fait tellement de la peine quand je vois des gens qui voudraient partager mes publications. Tes vidéos que tu fais, justement. Mes vidéos ou n'importe quoi. En fait, mes publications, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes qui sont très pertinentes et qui viennent me dire « je peux pas à cause de mon employeur, je peux pas à cause de ma famille, je peux pas à cause de ma clientèle. » Et je me dis « merde, on est en 2020, on est supposé être dans la liberté d'expression et on peut présentement même pas partager une opinion différente, divergente sur l'urgence sanitaire. » Et ça me fait très peur. Tes vidéos, Éric, suscitent beaucoup d'amour, mais ils suscitent aussi beaucoup de commentaires malsains. Comment tu te sens avec tout ça? Je veux dire, autant les bons commentaires que les mauvais commentaires. Comment tu gères tout ça? Je crois que présentement, j'ai la chance d'avoir un bon 20% de haine pour un 80% d'amour. Ah, mais hey, c'est bon ça! Oui, monsieur. Puis c'est tellement de la belle amour, c'est tellement des gens qui sont dans le partage, dans la connexion avec les humains, dans l'ouverture, dans la libre expression. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide à traverser, je te dirais, la tempête du 20%, qui personnellement, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il est heureux de recevoir des commentaires haineux, mais ça ne vient pas tant me chercher. Moi, ce qui vient me chercher, c'est des gens de mon entourage, des gens qui, peut-être même sans m'attaquer, vont me juger. Et ça me fait tellement de la peine parce que je voudrais tellement pouvoir leur montrer, leur expliquer ma vision des choses.
C'est souvent, je veux dire, là, tu sens me parler, c'est des proches, c'est de la famille, souvent. Des anciens collègues de travail, du monde que je vais côtoyer dans ma vie. Tu sais, des gens que j'avais des connexions, je dirais peut-être plus proches avant tout ce qu'on vit présentement, parce que, bon, on se côtoyait au gym ou peu importe. Et puis ça, c'est quelque chose qui me fait de la peine présentement. Je trouve ça difficile parce que, tu sais, nous, en fait, à tort, on se fait juger, on se fait traiter d'égoïste ou même d'irresponsable, mais c'est tellement pas le cas. Je veux dire, en fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est juste de partager une opinion, puis c'est de partager une vision des choses où, là, présentement, on trouve qu'il y a urgence à agir parce que j'ai peur pour l'humanité avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui se produit. Je serais le premier à le mettre, le masque, si je croyais à la pertinence du masque, si je n'avais pas toutes les connaissances, si je ne voyais pas que dans d'autres pays, ils ne l'obligent pas parce qu'il n'y a pas de valeur scientifique. Puis c'est ça que j'essaie d'exprimer, c'est ça que j'essaie d'expliquer à des amis ou des connaissances, que la fermeture est tellement grande que ça me fait beaucoup de peine. Ou un bon ami à moi qui m'a complètement effacé de sa vie. Puis on est plusieurs à vivre, je te dirais, ces drames-là en ce moment. Ça, je trouve ça difficile. Et je suis vraiment aussi déçu de voir que tout ce qui se passe en ce moment nous amène dans tellement de colère. Puis, je veux dire une chose, même notre propre colère, là, peu importe là, que tu sois pour ou contre tout ce qui se passe, c'est de voir que tout le monde finit par se lancer des roches, puis s'attaquer, puis aller dans... J'essaye, je veux dire, je ne suis pas un humain parfait, peut-être que moi-même j'ai fait peut-être des petites erreurs, c'est très possible, mais j'essaie, malgré tous les commentaires que je reçois, même de haine, de rester toujours comme calme, puis des fois, écoute, je mettais même des cœurs aux gens, je leur disais... Ta gueule, Daou, moi je t'aime. Oh, je pense que c'est une bonne manière parce que je pense qu'il ne faut pas jouer la même game que eux quand ils nous envoient de la haine, tout ça. Ce qui est, selon moi, important de comprendre, c'est que en ce moment, on est tous pour la même chose. On veut tous le bien des gens, on veut tous la vérité. Et là, c'est juste des pensées différentes. Mais au final, on est tous pareils. Je pense pas qu'il y a personne ici qui, même, on va dire, les conspirationnistes jugés à tort, ces gens-là ne veulent pas empoisonner les gens, ne veulent pas contaminer le monde, puis au contraire, eux, ce qu'ils voient, c'est un régime de peur, une certaine dictature, des mesures totalitaires, et ça leur fait de la peine, ils n'aiment pas voir ça, ils ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans un futur comme celui-ci qu'on a en ce moment. Puis ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est le bonheur puis le bien-être de l'humanité. Comme, on va dire, les pro-masques, pour eux, sont tellement persuadés qu'il y a un virus mortel parce que le gouvernement et les médias l'ont répété, hein? Ça fait en sorte que pour eux, ils font la bonne chose. Et comme, je pense que c'est Jean-Dominique Michel, j'espère que je ne me trompe pas avec son nom, qui est un anthropologue que j'adore, comme lui le disait dans une vidéo, les gens finissent par s'approprier leurs croyances. Donc quand tu attaques leurs croyances, ça devient une attaque physique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est très triste. Prendre position aujourd'hui, c'est vraiment un geste courageux. Quel est le coût de la liberté aujourd'hui? Oh, le coût de la liberté, je te dirais, c'est beaucoup de deuil. Beaucoup de deuil. Ça peut être deuil de la famille, des amis, d'un emploi. Moi, ce que je considère le plus important, c'est d'être honnête envers soi-même. Selon moi, ça n'a pas de prix. Je préfère vivre ces deuils-là, mais au moins être honnête avec moi-même, sur mes croyances, sur mes opinions, que jouer un jeu, puis être triste. Je veux croire que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Que malgré le deuil, qui sur le coup est difficile, ensuite on tombe sur quelque chose de plus épanouissant, parce qu'on est centré, on est en ligne avec nous-mêmes, on est vraiment dans notre vérité.
Comme on disait un peu plus tôt, tu as eu une mauvaise expérience avec la vaccination, en fait, avec plusieurs vaccins qu'on t'aurait injectés et ça t'aurait empoisonné. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Jeune, aucun de nous trois, parce que j'ai 2 sœurs, a été vacciné. Mes parents étaient contre, puisque mon père avait fait beaucoup de recherches plus jeune. Lui avait été tombé très malade suite au mode de vie, je te dirais, nord-américain. Et puis, dans ses recherches sur l'alimentation, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs magouilles, comme le guide alimentaire canadien, le sucre et tous ces trucs-là. Donc, c'est ça qui a fait, en fait, un éveil dans notre famille sur, OK, ce qu'on nous vend, ce qu'on consomme, il faudrait peut-être se méfier, il faudrait peut-être faire des recherches, il faudrait peut-être comprendre. Et ça les avait amenés à faire beaucoup de recherches sur les vaccins. Puis déjà, parce que c'est pas d'hier qu'il y a des combats contre les compagnies pharmaceutiques, eh bien, il y avait déjà vu des témoignages de gens qui avaient été empoisonnés ou des enfants qui avaient eu des cas d'autisme suite à la vaccination. On n'avait rien reçu. Et moi, ben écoute, j'évolue comme n'importe quel jeune homme. Je veux aller en Amérique du Sud, j'ai une obsession pour l'Amérique du Sud, j'en parle à tout le monde, et qu'est-ce qu'on me dit à ce moment-là? Es-tu vacciné? As-tu eu le vaccin? Tu n'as pas de vaccin? Mon Dieu, c'est dangereux, tu vas mourir, c'est terrible, parce que c'est tellement implanté comme un dogme d'avoir la vaccination, que la vaccination c'est bon pour nous, qu'à un moment donné, j'ai fait, je me suis remis en question, je me suis dit, c'est vrai, c'est dangereux. Je suis allé dans une clinique de voyage et c'est un médecin qui m'a administré toutes les doses de vaccins. Juste pour être sûr, les vaccins que tu as reçus, c'est des vaccins de voyage comme l'hépatite A? Exact. Okay. Oui, hépatite A, hépatite B, fièvre jaune. Et à ça aussi, ils m'ont donné ce que j'aurais dû, en théorie, recevoir sur mon carnet vaccinal, ce qui veut dire tétanos, rubéole, rougeole. Et je suis tombé mais extrêmement malade. Là. Ça m'a fait des problèmes, des douleurs aux yeux, plus d'énergie. Je me levais le matin, je dormais des 10-12 heures par jour. Puis à un moment donné, je perdais espoir de retrouver ma santé, de retrouver mon énergie. Je me suis dit, moi c'est foutu, là, on m'a scrappé, on m'a brisé. Combien de temps que ça a duré cette période? Un bon 6 mois. Wow! Puis je dois te mettre aussi en tête que 6 mois, quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'en sortir, c'est long. Tu as l'impression que c'est foutu. Tu as vraiment l'impression que ta vie est finie. Là. Je veux dire, après 3 mois, pas de changement, 4 mois, pas de changement. À peu près vers le 5e mois, ça commençait à s'améliorer tranquillement. Mais, non, c'est pour ça que dans ma vidéo que j'ai faite sur les vaccins, mais c'était, je pense, la première fois que j'en reparlais depuis tellement longtemps que l'émotivité m'a frappé d'un coup, puis je me suis mis à pleurer parce que je revenais dans quelque chose qui m'a fait tellement souffrir et peur en même temps. Avec raison. Hein. Quelles sont tes intentions et tes motivations pour l'avenir? J'en ai plusieurs. On va souhaiter que ce régime de peur / communiste-là n'arrive pas à triompher. Retrouver mes collègues de travail, c'est des bons amis à moi qui m'ont démontré un support. Je veux dire que je les aime vraiment, les gars. Merci beaucoup, vraiment, là, du fond du cœur. Refaire de la musique, mec. Retourner sur une scène, puis jouer avec du monde. Puis je pense que la crise, ça m'a aidé à passer, à guérir mes blessures suite à la vidéo, ce que je t'avais expliqué qui avait fait en sorte que je voulais plus toucher aux caméras, je voulais plus rien faire. Donc, j'ai réussi à reconnecter avec ça, puis ça m'aide je te dirais, à garder le moral de faire des vidéos pour faire plaisir aux gens, pour leur faire du bien, pour leur partager de l'information. Moi, un de mes idoles, je te dirais, dans le domaine de la vidéo, c'est Alexandre Astier.
celui qui a écrit Camelot, la légende du roi Arthur avec toutes les blagues. Moi, j'adore ça, là. Je trouve que c'est un super bon scénariste qui est capable de se donner des rôles, mais mettre aussi en valeur tous ses amis. Puis moi, j'aime ça, puis je veux qu'on ait du plaisir tout en gang. Puis on va rester dans le plaisir, je veux avoir du fun. Écoute, je veux voir des humains qui sont heureux, qui se retrouvent dans des soirées arrosées ou pas arrosées, mais que tout le monde est ensemble. Je veux dire, pas séparer puis diviser les humains comme en ce moment, qu'on se retrouve tous ensemble comme c'était avant, comme ça devrait être, parce que c'est ça, le trip d'être un être humain, c'est de triper avec les autres êtres humains, là. Peu importe ton genre de trip, là, mais c'est de partager avec les autres humains, pas de s'isoler. Puis c'est ça mes aspirations, je te dirais. Tu le fais très bien jusqu'à maintenant. Quand je regarde tes vidéos, j'ai du fun, je ris. Puis en même temps, tu as de l'information. Alors ça, c'est vraiment génial. Puis continue à le faire, mon ami, on aime bien ça. Je pense que c'est mon petit côté, je te dirais, de trouble de douance, que j'aime ça. Je suis boulimique d'informations. Écoute, je vais lire un livre sur Steve Jobs, je vais lire des trucs sur les ordinateurs, puis là, je me dis, ah, tu sais, je vais m'arrêter au milieu de ma lecture pour me dire, hey, attends, là, je suis curieux de savoir, là, il parle des premiers Apple, tu sais, le Mac, mais là, je sais pas, moi, les débuts de l'informatique, c'est quoi? Fait que là, je lâche le livre, je m'en vais sur l'ordinateur, je vais faire des recherches, clac. Ok, c'était des ordinateurs mécaniques, ok, pour faire des calculs. Ah, ok, ouais, puis là, je tombe sur le nom d'un gars que c'était un cerveau qui avait inventé tel ordinateur. Ben, on parle d'un ordinateur, mais c'est une machine complètement avec des rouages mécaniques qui faisait des calculs, mais qui n'a pas eu le temps de finir son œuvre. Puis là, ce gars-là, il faut que je cherche chez qui? Fait que là, je m'en vais lire sur ce gars-là. Là, j'apprends que finalement, il y a une école aux États-Unis qui ont pris les plans, qui l'ont fait. Fait que là, tu vois là, mon délire où c'est parti. Puis là, mon bonheur, c'est de partager tout ça après avec tout le monde, parce que je pense que ça fait partie des plaisirs de la vie, pas simplement se divertir par l'humour ou par d'autres moyens aussi. Pour moi, je veux dire, l'information, pour moi, c'est tu sais, quand on nous dit « Ah, mais vous prenez la tête », non, moi j'adore ça, ça me nourrit, je trouve ça le fun, tu sais. J'aime ça, on aime apprendre plein de trucs dans la vie, tu sais, puis j'encourage tout le monde à faire leurs recherches, même si on dit, puis on nous ridiculise présentement avec cette phrase-là, c'est important, c'est ça le plaisir, je te dirais, de savoir d'où on vient pour aller vers où on va. Si tu avais un message d'espoir positif à envoyer aux gens, qu'est-ce que tu leur dirais? Et je te demanderais de regarder cette caméra-là. Rester dans l'amour. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Moi-même, j'ai des moments plus difficiles, mais parlez aux gens que vous aimez, parlez aux gens avec qui vous êtes capable d'exprimer ces opinions-là, qui parfois sont si difficiles. On a besoin de se retrouver ensemble. Puis on a besoin de rayonner, je crois. On a vraiment besoin, juste par notre bien-être puis par notre joie intérieure, de montrer aux autres qu'il n'y a pas raison d'avoir peur en ce moment. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Hey, dernier truc. Oui. Je sais que tu as un ukulélé. Oui. Ça te tente-tu? Tu veux que je te gratte quelque chose? Ben, gratte-moi quelque chose, puis on va quitter l'émission là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Collectionne mes cahiers qui me parlent de ménage, me garde sans fin de faits divers jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé, les médias ont bien raison. Je suis comme un puits sans fond. Je suis comme un puits sans fond. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à notre émission. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, on va revenir la semaine prochaine. D'ici là, salut! Bye!